Alors bonjour, bienvenue au café littéraire consacré au récit algérien. Et pendant une heure, nous serons en compagnie de 4 auteurs. Et chaque auteur, bien évidemment, nous parlera de son livre. Et donc nous aurons 4 auteurs et 4 livres. Et alors si je peux dire, si je peux juste donner un point commun entre ces 4 livres, c'est que elles concernent la dimension spatio-temporelle. Chaque livre nous invite à nous immerger dans un passé vieux de plus de 60 ans, même des fois beaucoup plus, à travers 2 espaces, l'Algérie et la France. Alors, qui sont ces auteurs? Quelles sont leurs œuvres? Je vais commencer avec celle qui est juste à côté de moi, Rosa Cortés. Alors Rosa, bonjour. Et donc en 2015, vous publiez aux éditions Chèvrefeuille étoilée le premier volet d'une saga autobiographique que vous avez intitulée La petite fille sous le platane. Et en 2020, vous publiez le second volet, La douceur de l'anisette, chronique de jeunesse. Et à travers ce livre, vous racontez l'histoire de votre famille d'origine espagnole, qui est arrivée donc à Alger en 1955. Et c'est une famille qui fuyait justement le gouvernement de Franco. Et vous parlez donc de votre enfance, vous parlez de votre adolescence, de la vie familiale, de vos amitiés, de vos rêves de femme qui s'éveillent à la vie. Et vous parlez également et surtout de votre amour pour Alger. Et vous quittez donc Alger en 1962, vous retournez en Espagne avec vos parents, et ensuite vous revenez à Alger, vous y vivez jusqu'en 1976. Alors je voulais juste dire quelque chose. Dans un premier temps, je vais présenter les auteurs et je vais faire un bref résumé de chaque livre pour situer, en fait, pour vous situer et pouvoir suivre par la suite lorsqu'on posera des questions. Voilà donc pour la présentation du livre de Rosa, de l'auteur. Alors Pierre Testu, vous avez travaillé comme éducateur spécialisé et vous êtes militant syndical à la CGT. Oui, je l'étais, oui. Vous l'étiez. Et en 2020, vous publiez aux éditions d'Albret Les oursins de mon enfance. Oui. Alors de quoi parle votre livre? En 2016, vous retournez en Algérie. Oui, exact. Qui est votre terre natale, et vous êtes né à Novi. Oui. Et à votre retour en France, vous écrivez un livre pour raconter votre voyage. Et en 25 chapitres, vous revenez sur l'enfant et l'adolescent que vous étiez à Novi. Vous faites des allers-retours entre le présent et le passé. Vous restituez l'histoire de l'Algérie. Vous racontez le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne. Et vous revenez également sur l'histoire de l'installation de vos ancêtres à Novi. Oui. Et ce que j'ai pu, moi, ressentir dans la lecture de votre livre, c'est que vous avez vécu votre retour en Algérie comme une renaissance en octobre 2016, tout à fait. À l'âge de 66 ans. Tout à fait, il faut aller... Voilà, donc pour la présentation de votre livre. Je vais continuer. André Cohen-Hackney, donc... vous êtes l'auteur d'une pièce de théâtre et d'un récit poétique et vous avez édité, moi j'ai mis 2 livres mais visiblement 3 livres, La lèvre du vent en 2006 et puis Le sourire de l'absent et Un lit dans l'océan en 2021 aux éditions Parole. Alors de quoi parle votre livre? Alors l'histoire commence ainsi. Un fils rend visite à sa mère qu'il n'a pas revue depuis longtemps. Il s'agit de Juliette qui est âgée. C'est une juive d'Algérie et Juliette est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc, lorsqu'il la revoit, il voit une femme qui est impotente, elle est silencieuse et elle est absente presque. Et donc, le fils va être affecté et il va être complètement démuni. Et c'est alors qu'il va commencer à lui parler. Alors, il va lui parler pour faire naître en elle, faire naître la vie qui est enfuie en elle. Et il va évoquer des épisodes de sa vie à Oran. Donc, il va lui parler de son enfance, de son adolescence, de sa vie, de son mariage, de sa famille. Et
il va lui parler, surtout, et ça c'est très important, il va lui parler de sa cuisine et il va parler de la musique. Et en parlant à sa mère, il va se mettre à parler de lui et il va se dévoiler à cette femme qui représente l'Algérie de son enfance. Alors, le quatrième auteur est Akli Tadjer. Alors, Akli, vous êtes un auteur très prolifique. Vous avez publié plus de 16 romans et plusieurs ont été primés. Et alors je peux pas tout citer parce que on n'a pas, enfin voilà quoi, faute de temps. Et mais en tous les cas, je vous renvoie à Wikipédia ou à Google. Il y a énormément, beaucoup d'informations concernant les romans de Akli Tadjer. Et donc en 2021, vous publiez D'amour et de guerre, qui est un magnifique roman publié aux éditions Les Escales. Dans ce roman, l'histoire est racontée selon le point de vue d'un colonisé. Et qui est cet homme ? Cet homme est Adam Haïtamar. Alors lui, il vit à Boussoulem. Et Boussoulem est situé dans les montagnes de Kabylie, dans la région de Bougie, donc en Algérie. Et Adam, lui, il veut juste vivre en paix. Il veut arranger sa maison et épouser, pour pouvoir épouser justement sa bien-aimée Zina. Mais voilà que ses plans sont chamboulés. Pourquoi ? Parce qu'il est enrôlé de force par l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Et de Boussoulem à Paris, en passant par les fronts Lalag, qui sont des camps de travail réservés aux soldats coloniaux, Adam et ses compagnons d'infortune vont vivre un calvaire. Ils vont être confrontés à l'armée et à la police française, mais également à la Gestapo. Et moi, ce que je peux dire par rapport à ce roman, à travers ce roman à suspense, Akli Tadjer lève le voile sur une période de la colonisation très peu connue, qui est celle de l'histoire des tirailleurs africains qui ont combattu pour la France. Alors, après ces présentations, je vais faire un premier tour de questions. Alors, je vais commencer avec Rosa Cortés, c'est la seule femme avec nous, plus moi, bien évidemment. Alors, Rosa, votre livre relate l'histoire de votre famille et votre histoire à Alger dans les années 50 et les années 60. Alors pourquoi revenir plus de 60 ans plus tard sur l'histoire de votre famille que vous distinguez des Pieds Noirs ? Oui, enfin que je distingue des Pieds Noirs parce que nous étions une famille émigrée en Algérie d'origine espagnole et arrivée avec, on va dire, tous les problèmes inhérent à ce statut. Donc, on ne savait même pas que des Pieds Noirs existaient, ni quelles étaient les communautés qui se côtoyaient dans ce pays. La douceur de l'anisette fait partie donc d'une trilogie sur l'histoire de ma famille et la mienne, que j'espère mener à son terme aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Et la trilogie raconte le départ, les conditions de départ d'Espagne et obligé, et ensuite de retour à l'Espagne, obligé aussi. Donc c'est une boucle un peu infernale de laquelle l'enfant, moi en l'occurrence, je vais essayer de sortir, de ne pas me laisser enfermer. Dans le premier roman, La petite fille sous le platane, qui a été publié aux éditions Chèvrefeuille étoilée en 2015, je raconte effectivement un peu en détail, de manière un peu historique, l'obligation qui a été faite à mes parents d'abandonner l'Espagne, puisque c'était pendant la guerre civile. Après la guerre civile, mon père étant républicain a fait de la prison, et donc après sa sortie de prison, c'était pas possible de rester en Espagne, donc il fallait aller ailleurs. Et étonnamment, l'Algérie, puisqu'on en parle comme une terre d'accueil, avait accueilli auparavant mon grand-père dans les années 1900, et qui avait eu d'ailleurs un fils qui était né à Alger. Et donc, c'est une histoire un peu comme ça, par rebond, qui se passe pour notre famille. Et cette petite fille, si vous voulez, sous le platane, raconte notre départ d'Espagne et notre arrivée à Alger. C'est un peu
une histoire un peu désolante d'une famille obligée de fuir un berceau de vie qui est Polop, arriver dans un nouveau pays qu'ils imaginent être leur nouveau berceau et qui vont s'apercevoir qu'il n'y a pas, comme on dit, de lieu sûr dans ce monde, en tout cas quand l'histoire s'y mêle. Et la douceur de l'anisette est ce deuxième volet de cette trilogie qui va raconter l'intégration. La première était la rupture avec l'Espagne. Ce deuxième livre traite de l'intégration de la famille dans cette société melting pot, qui était la société algéroise. Le problème pour nous, c'est que nous sommes allés à Alger, nous sommes restés à Alger, et on ne connaissait rien de l'Algérie. Moi, au plus loin que nous soyons allés, c'était à Sidi Ferruch. Pour les gens qui connaissent un peu Alger, ils verront que ce n'était pas une grande audace d'aventure que d'aller à la plage de Sidi Ferruch ou à la forêt de Baïnem, avec mes cousins. Donc, je connaissais mon quartier de vie et le reste. Donc, oui, et pourquoi 60 ans plus tard? Parce que c'était le moment un peu bienvenu, entre guillemets bienvenu, parce que depuis que je suis émigrée en Algérie, et puis par hasard émigrée en France pour des raisons personnelles, je me suis trouvée confrontée en France à ce statut d'immigré qui était en permanence mené devant les grands titres de journaux, de télévision, les émigrés, les nouveaux arrivés, les anciens, les sans-papiers, les avec-papiers, bon. Et c'était les communautés, les non-communautés, les ruptures de communautés, bon. Donc, c'était une vraie forêt vierge qu'il fallait débroussailler. Moi, j'étais au milieu, j'ai dit, mais attends, moi, je suis moi-même émigrée, même en France, puisque je ne suis pas française, je ne connaissais pas la France. Et donc, comment notre propre intégration en tant qu'émigrée en Algérie, comment elle s'est faite? Et comment elle s'est faite, cette intégration? J'ai commencé à réfléchir par rapport donc au problème d'immigration ici en France. C'était tout simplement une jonction de mon cas personnel par rapport à un cas qu'on trouvait dans la société française et qui était très interpellant, on va dire. Et voilà pourquoi je me suis dit, bon, j'ai commencé à réfléchir évidemment, j'ai commencé à me remémorer, j'ai commencé à interroger et le projet est né à ce moment-là. La France m'a renvoyé à ça. D'un autre côté, quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet de l'intégration des immigrés, c'est vrai aussi que je me suis aperçue que le temps passe très rapidement, le temps s'inscrit dans un présent qui efface complètement le passé. Je me suis dit, moi j'ai des enfants, j'aimerais bien que mes enfants connaissent un peu cette histoire familiale, qu'on puisse leur léguer une mémoire que le temps efface. Et donc, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne occasion pour eux de savoir quelle était leur famille. Merci Rosa. Alors, Pierre, dans votre livre, vous mêlez, alors, Algérie, les oursins de mon enfance, j'ai oublié de vous le montrer, voilà. Alors, dans votre livre, vous mêlez et entremêlez votre histoire personnelle, celle de l'Algérie et celle de l'installation de vos ancêtres. Alors, quel est l'intérêt d'avoir imbriqué toutes ces histoires les unes dans les autres? En préalable, merci à tout le monde, à Georges Morin, au Maghreb du Livre, à la mairie de Paris. Je réponds à votre question. Oui, effectivement, c'était pour montrer quelque part que quand je voyais mes camarades algériens et qu'on leur apprenait nos ancêtres les Gaulois, effectivement, ça ne le faisait pas, comme disent les jeunes. Hein, c'est-à-dire que, bon, par ailleurs, 132 ans de colonisation, hein, c'est pas quand même l'histoire de l'Algérie, même si ça a été extrêmement douloureux. Donc, la moindre des choses, loin de toute repentance, loin des procès que peuvent faire les arrière-boutiques, certaines arrière-boutiques, loin de la repentance, donc c'était la reconnaissance qui m'animait. Et la reconnaissance, pour reconnaître, il faut avant tout découvrir, il faut avant tout partager. Donc j'ai eu le souvenir de ces compagnons qui m'ont sollicité à plusieurs reprises, d'ailleurs
on avait échangé quelques petites anecdotes. Effectivement, nous chantions comme Akli, comme dans le livre d'Akli, nous chantions le drapeau de la France entière et le chant des Africains. Et donc, effectivement, on le faisait en souriant. On essayait de garder notre sérieux. Celui qui gardait son sérieux nous faisait encore plus rire. Et c'est vrai que bon, c'était pour montrer le décalage entre l'enfance qui est un observatoire redoutable, parce que depuis la rue, notre terrain de jeu, on peut se rendre compte de plein de choses. Le théâtre de la vie des adultes, hein, on peut se rendre compte de la misère, on peut se rendre compte de l'arrogance, de la richesse. Et donc, on ne trompe pas, les enfants ne construisent leur monde. Et voilà, on a continué plus tard, après l'indépendance, donc parce qu'on était très soudés, on était des amis, on a continué à communiquer par courrier, ensuite par Internet, puisque Internet est arrivé. Donc un jour, je reçois une photo de classe de Mojo, qui a organisé ce retour en Algérie, Mojo Hamza, que je remercie. Et donc, il m'envoie une photo de classe, et je reçois une merveilleuse lettre d'Abdelkader, et donc, c'est un carton d'invitation. Il se trouve que dans les années 2000, j'avais rencontré Henri Alleg. Bon, nous avions animé des débats autour de indigènes, de Rachid Bouchareb, ainsi que la question de Laurent Heinemann. J'étais éducateur spécialisé. Donc, j'avais accompagné des enfants à Auschwitz, à Oradour-sur-Glane, et donc on était très sensibilisés par la question de la mémoire. Et donc Henri Alleg s'était proposé de me faire ma préface. J'avais la prétention d'écrire un livre sur la guerre d'Algérie. Et il m'avait dit, tu sais, un livre sur la guerre d'Algérie, il m'a dit, il y a bien des gens qui sont outillés, c'était ces termes que je me rappelle encore, et donc tu peux faire un livre sur des souvenirs d'enfance. Bon, et puis cette occasion, l'herbe tendre, et je suis revenu en Algérie en 2016, parce que mon cousin, toute ma vie, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Ma mère me réveille le 24 juin 1962. Ma valise est prête, cachée sous un lit. Je vais à Alger et on m'en met dans un bateau. Et je ne revois plus l'Algérie. C'est-à-dire que par souci de protection, mais aussi par souci de m'écarter de cette rue qui commençait à façonner un personnage qui n'était peut-être pas celui qui correspondait à leur fils. C'est-à-dire que, bon, effectivement, le 5 juillet n'était pas loin, donc les répétitions de l'indépendance n'étaient pas loin non plus, et je défilais dans la rue comme je défilais à l'époque quand il y avait Mouloud et qu'on chantait dans des boîtes de conserve avec des bougies allumées, on chantait Mouloud ya Mouloud, Mouloud ya Arbi. Et donc, bon, c'est vrai que ça crée des liens. Alors Pierre, oui. Ça c'est des raisons, mais je parlais de la structure de votre Alors la livre, structure, qui est c'est très justement... intéressant. Vous avez imbriqué 3 grandes Oui. histoires, en fait. Est-ce Oui. que vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez construit de cette manière? Alors j'ai construit parce que c'est un style direct et un style indirect. C'est justement parce que je voulais surmonter le traumatisme peut-être de cet enfance, expliquer à l'enfant que j'avais été le pourquoi j'étais parti de façon aussi brutale. Ça c'est la première chose, qui fait que toute ma vie j'étais animé par l'histoire de comprendre la guerre d'Algérie chronologiquement. Je cherchais à essayer d'expliquer les choses, hein, et de me documenter, de lire. Et donc, bon. Par la suite, cette occasion de revenir en Algérie était une occasion inespérée. Il se trouve que le seul Français resté au village qui s'appelle Paul Faisan, dont nous avons parlé avec des camarades tout à l'heure, Paul Faisan se dit lui-même et s'appelle lui-même le dernier des Mohicans. Et on se retrouve dans un mariage en France. Il me dit, si tu veux venir, c'est avec plaisir. Donc, je vais en Algérie. Je suis invité par Mojo, par Abdelkader. Et en cachette, il décide de refaire une photo de classe 60 ans après. C'est-à-dire une photo 1956-2016. Évidemment, il en manquait beaucoup. Il manquait les Français. Il manquait malheureusement ceux qui étaient décédés. Il manquait beaucoup de monde. Mais ce que je découvre en étant dans ce voyage, en allant dans ce voyage qui était un voyage initiatique, c'est tout ce qu'on m'avait pas raconté et surtout que c'est un endroit historique. Je monte dans la montagne au-dessus du village à quelques kilomètres, une montagne magnifique, des paysages magnifiques.
Je monte donc au mausolée de Sidi Simiane. Le mausolée de Sidi Simiane, c'est un endroit magique, un endroit qui a été préservé par la communauté algérienne à l'époque même de la guerre. Et je découvre qu'à cet endroit, c'est l'endroit où s'est jouée la conquête. La conquête, et c'est où s'est jouée les plus grandes batailles contre Bugeaud et Saint-Arnaud. Les plus grandes batailles se sont trouvées là. Abdelkader avait son poste d'observatoire à Sidi Simiane, et c'est là que s'est jouée une grande partie de la guerre d'Algérie, après le traité de la Tafna, quand les Français ont passé les portes de fer, la guerre avait repris, Abdelkader était revenu dans la région, et les lieutenants, qui sont les tribus célèbres, les tribus des Ménasseurs, les tribus des Hadjout, les tribus d'autres tribus, ont participé à une résistance farouche, et ont combattu l'armée française depuis la conquête, depuis 1843. Et il faut se rappeler que 1843, c'est des dates absolument dramatiques, mais vraiment d'une grande intensité. 1843, le 18 juin 1843, c'est l'histoire des enfumades. Parce que le Pélissier, qui est un général de l'armée française, dans le Moniteur algérien, qui est l'organe officiel de l'armée française, il écrit à Bugeaud: nous avons tout rasé, tout pillé, tout. Et les enfumades se sont passées dans les monts du Dara, qui sont dans la plaine du Chlef, à une centaine de kilomètres donc de nos vies. Il y a eu ensuite, après ces émeutes, les lieutenants d'Abdelkader sont venus se battre farouchement, les Hadjout en particulier, et évidemment, il y a eu des représailles terribles, comme des razzias, des enfumades et des massacres. Hein. Et il y a eu ce qu'on appelle des séquestres. Et je découvre que toutes les terres qui sont autour du village sont des terres qui ont été confisquées, à la suite des émeutes, en particulier celle de 71, celle de Mokrani. Et tout ça, les allées et venues dans l'histoire, dans le village, c'est parce que je veux revivre ce que l'enfant avait vécu, mais en même temps essayer d'approcher la réalité des choses. Et ça va au-delà de ce que je pouvais imaginer, puisque je rencontre Monseigneur Tessier grâce à Paul Faisan d'ailleurs, dans un repas à Alger, et il nous raconte ses récits au monastère de Tibérine, où il rencontre Christian Chergé, les moines de Tibérine qui ont été massacrés. Il nous raconte ses entretiens avec Yasser Arafat. Il nous raconte, et donc on est vraiment au cœur de l'histoire de ce pays. Et qui l'aurait cru? Il se trouve qu'en tant qu'éducateur, j'avais l'occasion d'aller à une prison qui s'appelle une centrale qui s'appelle Aïs, près de Villeneuve-sur-Lot. Le juge des enfants m'a envoyé pour faire des visites médiatisées auprès de personnes qui étaient incarcérées. Et je réalise, en passant devant cette prison, quand je rentre dans cette prison, qu'il y a un mur de fusillés, où il y a eu, en février 1943, une douzaine de résistants qui ont été fusillés à cet endroit. Je rentre, en tant qu'éducateur, je suis actif aussi dans la NACRE, les mouvements de résistance, mais je réalise en regardant les fichiers de cette prison de Vichy, qu'on appelait la prison de Vichy, qu'ils ont tous été, à la suite de cette émeute, ils ont tous été déportés à Dachau. Ils sont revenus en Algérie. Certains étaient juifs, ils sont revenus avec un statut qui n'était plus... Oui. Pardon. Le statut qui n'était pas celui de français. Excusez-moi, il faut conclure là. Voilà. S'il vous plaît, je gère, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est bon. C'est vrai, vous Oui. m'arrêtez. Hein. Oui, non, mais encore un petit mot. Non, s'il vous plaît. Voilà, j'en viens au fait. J'en viens au fait, c'est que j'ai approché. Pardon, Oui. s'il vous plaît, c'est moi qui anime et j'avais l'intention de l'arrêter, mais s'il vous plaît, c'est pas à vous de le faire, s'il vous plaît. Oui. Encore deux petits mots. Je vous remercie. Pierre. Oui. Oui. Donc j'ai l'occasion d'approcher les fichiers de cette prison de Vichy et je découvre qu'il y a des membres du Parti communiste algérien qui sont revenus de façon en Algérie et qui ont continué, qui sont passés d'une guerre à une autre. Et voilà ce que je raconte. Mais c'est entrecoupé de moments plutôt
léger et plutôt bien plus agréable, à savoir les souvenirs d'enfance, les parties d'oursins, les parties de chasse, les parties de... Merci Pierre. Merci Pierre. Pierre a peut-être dépassé le délai, ce n'est pas grave, mais il parlera un tout petit peu moins tout à l'heure. Voilà, il trouve toujours des solutions. Alors, le troisième auteur, donc, est juste à côté de moi, André Cohen-Aknin, donc son livre « Un lit dans l'océan ». Et moi, ma question, André, d'où vient ce besoin pressant du narrateur de parler à sa mère, de la découvrir, de raviver sa mémoire et surtout de se dévoiler à elle alors qu'elle est malade, elle a sombré dans la maladie, dans la torpeur, dans le silence. Et vous avez un peu moins de 5 minutes. Micro. Merci André. Vous me direz. C'est un besoin qui est pas venu tout de suite. Il est venu au fur et à mesure des rencontres et des visites. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un homme qui rencontre sa maman, qui est une vieille dame. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et il est un peu démuni, vous l'avez dit. Il est démuni par les phrases esselées, les phrases éclatées, les mots fracassés, et il ne sait pas très bien comment agir. Et ce qu'il fait, c'est que pour la première fois, il s'assoit, il vient tous les jours et il attend. Et ce qui va se passer, c'est quelque chose de particulier. Il va être pris par la musique des mots, par les chansons qu'elle va donner. Parce que les vieilles personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il leur reste deux choses principalement. Au niveau émotionnel, il leur reste le goût, la cuisine, et les sons, la musique, les chants. Et lui, il va être pris. Il va être pris par pour être même la musique. Parce que, alors, c'est aussi quelque chose que j'ai fait professionnellement. Je suis parti écouter des vieilles personnes dans des EHPAD pour entendre leurs mots que j'ai récoltés, que j'ai pu reporter après. Et ce qui va se passer, c'est son corps qui va parler. Et pour la première fois, ce n'est pas devant elle, progressivement, ce n'est pas le petit garçon qui a même, je ne sais plus quel âge a mon personnage, 40 ou 50 ans, c'est un homme qui va découvrir la femme. Il va voir la personne qui est là, au bout d'un moment, il va la voir différemment, il va l'entendre différemment. Et là, à ce moment-là, les choses s'ouvrent. Et elle est drôle, parce que, bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu devant vous des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout de tristesse. Et dans ce livre, il n'y a aucune tristesse. Elle est là, elle chante de temps en temps, il faut s'habituer au silence. Et quand vous entrez dans le silence, c'est quand vous entrez dans la poésie. Ça commence à vous parler. Et il va l'imaginer, il va la voir comme une femme. Et en plus, quelque chose de particulier, elle a dit à un moment, et juste avant, et c'est ça le déclenchement de sa maladie d'Alzheimer, au moment où, tout au début, où elle est consciente de ce qui se passe encore, elle a dit à ses enfants, le personnage dit à ses enfants, « Je ne cuisinerai plus ». Alors qu'elle, toute sa vie, elle a cuisiné. Vous savez, les femmes juives d'Algérie, c'est comme les femmes musulmanes, ou d'autres, ici, c'est la cuisine, c'est quelque chose de très important. Elle s'exprime avec la cuisine. Elle parle, elle écrit, elle prie même, puisque chaque plat dans la religion correspond à quelque chose. Et c'est ça qui le bouleverse. Alors, sa maman devient une femme, et en plus,
avec ce genre « je ne cuisinerai plus », c'est comme si qu'elle s'est libérée de ses contraintes. Elle est... Oh, elle est là. Et lui, ça le... je vous avais dit tout à l'heure qu'il arrive à lui parler, mais il arrive à lui parler pour ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus le petit garçon de 8 ans qui s'installe, mais qui craint un peu sa maman. Il est là et il la voit autrement. Et ça, c'est le déclenchement, c'est pour ça qu'il lui parle. Et c'est pour ça qu'il lui raconte d'abord, vous avez dit, il lui raconte un peu de sa vie, et puis il lui raconte un peu ce qu'il n'y a jamais dit. Il voyageait, il faisait une quantité de choses, et il n'y a jamais dit. Alors, l'auteur, je ne triche pas, hein, l'auteur est un auteur de théâtre, on le voit bien. Et puis, il n'y avait même pas dit qu'il écrivait. Parce qu'elle attendait autre chose. Moi, je ne sais pas comment étaient vos mamans, mais ma maman attendait beaucoup. Et je faisais des choses, je ne lui disais pas. Et là, le personnage va lui dire des choses, tout simplement. Ah, j'ai les 2 minutes, c'est ça. C'est le... D'accord. Alors, c'est la police. Oui. Et c'est l'une des choses les plus importantes du roman, c'est que lui, au départ, il n'avait qu'une envie au début. Il voit cette vieille dame un peu décrépite, qui ne parle pas, qui rentre dans des silences. Il se dit, comme tout un chacun, je vais faire en sorte qu'elle sorte de ce brouillard. Mais il s'aperçoit que ce n'est pas nécessaire, que même comme ça, elle vit. Et il n'y a pas très longtemps, je viens d'avoir une interview avec France Alzheimer pour défendre ce sujet, que ces vieilles dames et ces vieux monsieur continuent à vivre lorsqu'elles sont quelque part et que pendant des mois, ils ne disent rien. Et au moment où vous allez être près d'elle ou près de lui, faire une bêtise, il va vous dire « assieds-toi, reste tranquille ». Et c'est ça qui est intéressant. Il y a ces vies, même ces vies de silence. Ce que je voudrais dire assez rapidement, c'est que 2 minutes. Une minute. Évidemment, le narrateur sort bouleversé parce que c'est dans les 2 sens. Et c'est ça qui est le plus important. J'aimerais terminer cette première réponse par chacun. Il se passe un moment magique. Chacun fait un pas vers l'autre. C'est comme si que lui, elle était prête à écouter et lui, il était prêt à donner. Et c'est ça un peu, je ne sais pas si je me référais un peu à Montaigne qui disait « la parole est à moitié à celui qui la donne et la moitié à celui qui la reçoit ». C'est un peu, je n'ai pas voulu dans un retour d'un article d'une personne qui envoyait qui parle, ça vient pas de moi qui parle, et vous en parliez tout à l'heure également de métaphores par rapport à l'Algérie. Comment on fait, en ce moment, on entend beaucoup de choses par rapport comment l'un fait un pas et l'autre aussi. Merci. Voilà. Merci André. Alors, c'est au tour d'Akli Tadjer. Alors, son roman D'amour et de guerre aux éditions Les Escales, le voilà. On vous dira tout à l'heure, à la fin, où trouver ces livres facilement. Alors, Akli, quelles sont les raisons qui vous ont incité à consacrer un roman aux tirailleurs africains durant la Seconde Guerre mondiale? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de romans, ou pas du tout. Il n'y en a pas du tout, même. Voilà, c'est ça. Tous les libraires me disent que c'est le premier. Oui, c'est ça. Des romans sur la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y en a eu pléthore, écrits par des Français, des Anglais, des Américains. Mais cette guerre, à travers le regard d'un jeune soldat algérien, pas que. Donc c'est le premier. Mais en fait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les petites gens ballottés dans la grande histoire. Et pas l'histoire officielle qui nous vient des ministères de la vérité, ça m'intéresse pas du tout. Moi, c'est l'histoire de vous, de moi, de vos parents, de vos aînés et de nos anciens. Mais il y a quelques années déjà, ça fait un moment, ça fait 20 ans, j'avais écrit un roman qui s'appelle Le Porteur de cartable,
qui est devenu un classique. Il a enseigné dans les écoles, il est au programme du bac déjà depuis des années. Et évidemment, c'est une grande surprise pour moi. Et puis, quasiment un honneur, puisque moi, j'ai même pas le bac. Alors, on va vous dire, il faut voir des jeunes gens qui passent le bac avec ce porteur de cartable, ça me touche beaucoup. Et puis, quand je les visite dans leur lycée et que je les vois, tous ces jeunes gens, toutes ces jeunes filles avec le cartable, le petit livre sur le coin de leur bourreau, je me dis que pourvu que ce soit pas un objet de torture pour eux. Voilà, c'est ce que je me dis. Et puis donc je me suis intéressé à la Seconde Guerre mondiale parce que quand on est algérien, d'origine algérienne, etc., on a le sentiment que finalement l'histoire commence en 62. Un peu en 64 quand on veut bien gratter un peu, mais qu'avant c'était le néant. C'est-à-dire que c'est comme si on n'assumait pas nos aînés et l'histoire qui s'était passée avant. Et donc, je considère d'abord que c'est une injustice. Puis je trouve que, par exemple, mon père, il a autant de mérite, voire peut-être plus, d'avoir subi la colonisation que ceux qui sont nés après 62 qui l'ont pas subi. Et donc, d'abord, je vous dis ça parce que mon père a fait la Seconde Guerre mondiale. Donc il était dans son village et puis on l'a enrôlé de force et 15 jours après il s'est retrouvé sur le front à Grenoble. Voilà. Et on lui a dit tu vas aller combattre les Boches. Il savait pas ce que c'était un Boche. Et en France, il avait une vague idée de ce que pouvait être la France. Imaginez, et ça c'est des centaines et des centaines de milliers qui sont partis comme ça. Défendre une liberté qu'ils n'avaient pas chez eux-mêmes. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est un thème fort, parce qu'il faut avoir la grande histoire, on l'a tous, parce que voilà, on est tous traversés. Malheureusement, les dates de la grande histoire, c'est très souvent des histoires de guerre, c'est ça. Mais simplement, après, il faut avoir un thème, un truc. Et moi, je me suis dit, ça peut être un peu mon père, mais vous savez, les gens qui ont fait la guerre, et toutes les guerres, en fait, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce que ça fait remonter chez eux des horreurs, des souvenirs atroces. Et donc, moi, j'ai inventé un personnage d'une région que je connais bien, la petite Kabylie. Et je me suis dit, je vais raconter cette histoire. Mais il y a très, très peu de matière et d'archives sur le sujet. À la vérité, il y a très peu de matière et d'archives. Il y en a quelques-unes. Je m'en suis inspiré. J'ai découvert des choses qui dépassent l'entendement. Il y a très peu d'archives. Tout simplement parce que les soldats coloniaux, les soldats d'Afrique du Nord, les soldats d'Afrique noire, les soldats de la Réunion, Madagascar, pensez pour la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui sont venus des Antilles. Imaginez des Antilles se retrouver à Verdun, le cataclysme dans la tête. Il n'y en a pas parce que je crois que ces gens-là n'intéressaient personne, à la vérité. Il y en a quelques-uns qui ont travaillé sur le sujet, mais voilà, c'est quasi des pépites quand vous tombez dessus. Et c'est des mois et des mois de recherche. Et j'ai découvert, entre autres... Après, je pourrais raconter le contenu du roman, mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un roman, il faut le lire. Je ne vais pas vous dire il va tomber amoureux d'une telle et tout, etc. Non, c'est pas ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Par exemple, avant de commencer, je me suis dit il me faut plein de cartouches. C'est le cas de le dire. Pour partir à la guerre, il vous faut des cartouches. Et donc, j'ai accumulé des trucs. Et je suis tombé sur cette histoire de Front Stalag, que beaucoup de Français ne connaissent pas. Mais vous savez, j'ai fait beaucoup de rencontres avec ce livre, et les Français, moi je leur en veux pas, hein. Je dis les Français comme si moi j'y étais pas, mais je fais partie du lot, sauf que voilà, comme moi j'ai cherché, je suis plus éclairé qu'eux. Beaucoup de Français qui ont la trentaine, mais quand vous leur parlez de la colonisation française en Algérie, ils pensent que c'était comme les Antilles. Mais je l'ai entendu, ça. Ah bon, c'est comme ça? Mais je croyais que c'était comme les Antilles. Pas vraiment comme les Antilles, tu vois. C'était pas du même level, tu vois. Alors, tu vas fouiller un peu dans ton histoire, et après... Et c'est pour vous dire à quel point, en même temps, cette histoire, elle est occultée. Elle n'est pas assumée, occultée. Elle n'est pas occultée, parce qu'il y a des documents, vous pouvez chercher et tout. Mais, je veux dire, c'est un débat... éviter en France, parce que ça fait remonter plein de choses pas forcément agréables. Et donc, dans mes travaux de recherche, j'ai découvert cette histoire de Front Stalag, et là, ça a été un choc pour moi. Parce que, d'abord, personne ne m'en avait parlé, et personne ne le savait. C'est-à-dire que en 39, quand il y a eu la défaite, vous me dites les minutes et les secondes, hein. En 39, quand il y a eu la défaite, quand il y a eu la drôle de guerre, la défaite, la débâcle de l'armée française, et même plus que l'armée française, de l'armée de l'Empire, parce que il y avait tous les soldats dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Les Allemands ne voulaient pas ramener ces soldats chez eux. On ose leur théorie raciste, et surtout, ça on pourrait s'en douter, mais c'est surtout, ils avaient peur qu'ils leur ramènent des maladies qu'ils ne pourraient pas soigner et qui gâcheraient leur race, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ils ont construit des camps de travail pour ces soldats en France, dans le nord de la France. Et alors, le comble de l'horreur, c'est que, bon, imaginez un peu, les camps de travail, ça part de pâture de près à nu. C'est-à-dire que les premiers temps, ils dormaient par terre, comme ils étaient moins bien traités que les vaches qu'il y avait sur ces prés avant. Et le comble de l'horreur pour ces gens qu'on a fait venir pour une guerre qui ne les concernait pas, puisque, eh bien, c'est qu'ils étaient gardés par des prisonniers français. Imaginez les gens qui les ont précipités dans ce cataclysme deviennent leurs geôliers. Parce que les Allemands ne voulaient pas les garder non plus, parce que c'était un peu de la merde, quoi. On ne va pas perdre notre temps à garder ces gens-là. Et donc, à partir de là aussi, on comprend que c'est forgé chez ces gens-là une idée de ce que devrait être la liberté pour eux un jour. C'est bon ? Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans le livre, dans le roman d'Akhlé Tadjer, c'est qu'effectivement, il parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais il parle également de la Première Guerre mondiale à travers le père et le corps du père. Voilà, donc un blessé qui a été abandonné et qui est mort de la gangrène, d'ailleurs. Beaucoup de jeunes gens. En fait, quand je dis des jeunes gens, il s'agissait des jeunes musulmans, mais il s'agissait des juifs aussi, hein, et des Européens d'Algérie, comme on disait à l'époque, parce qu'on ne disait pas pieds noirs, on disait des Européens d'Algérie. Beaucoup ne voulaient pas la faire, cette guerre, contrairement à ce qu'on croit, une seule armée, un seul homme et tout, parce qu'ils avaient vu revenir leurs aînés, enfin ceux qui sont revenus, mutilés, à moitié dingues, brûlés par les gaz moutardes, et sans aucune reconnaissance de la patrie. Et donc, ces jeunes ont dit, on ne va pas nous le faire deux fois ce coup-là, voilà. Sauf qu'on ne leur a pas demandé leur avis. C'est dans le roman. Merci. Alors, je reviens vers Pierre, mais là, on va... pas que Pierre, d'ailleurs, hein, pas que Pierre. Alors, il est 8 et du coup, on doit arrêter à 1h30. Alors, Pierre, vous avez intitulé votre livre, je rappelle, hein, Les oursins de mon enfance. Quelle est la signification du mot oursin dans le contexte de votre histoire? Et vous avez 2 minutes. La polysémie du mot ne vous a pas échappé. Les oursins, c'est un fruit de mer magique, magnifique, qu'on mange les pieds dans l'eau avec la douceur de l'anisette. ou bien un vin blanc sec sorti du puits. Et ben voilà. Mais le risque aussi, c'est de se mettre une épine dans le pied. Et il y a beaucoup de pieds noirs qui parlent du passé qui ne passe pas. Donc effectivement, il faut enlever cette épine. Et ma mère est experte pour le faire. Elle prenait une aiguille, elle faisait une petite microchirurgie avec de l'alcool et du... Voilà. Mais aussi, le troisième signifiant, c'est Camus qui le dit dans Les Noces de Tipaza, c'est l'insouciance et la douceur de vivre. Et donc, quand vous viviez en Algérie, c'était la douceur et la... Oui, parce que bon, il y avait des parties de plaisir au bord de la mer où il y avait tous les éléments, le soleil, la mer et l'eau. Et donc, c'était un moment où nous montions dans la 203 camionnette. Tout le monde montait avec une bouée de tracteur. On mettait la corbeille qui était à l'intérieur de la bouée. Et donc, on pêchait des oursins qu'on dégustait sur la plage. Effectivement, on se retrouve dans la présence de la mer et le rapport à la mer. Et là, on est vraiment dans Camus, parce que Camus a beaucoup parlé de la mer lorsqu'il a parlé d'Alger, notamment. Alors, je reviens à André. Alors, l'Algérie est omniprésente dans votre narration. Quel rôle l'évocation de ce pays a-t-il eu dans le processus, si je peux parler de processus, de renouement des liens mère-fils? C'est ma question. Je crois que la mémoire la plus ancienne, et c'est pour ça que je parle de la maladie d'Alzheimer, la mémoire la plus ancienne commune de tous les deux, c'est l'Algérie. Et elle disait même, et c'est le personnage qui dit à un moment donné, je ne suis pas, enfin en tout cas même si je ne l'ai pas mis, j'y ai pensé, c'est pas ma maison là, ma maison elle est ailleurs. Et c'est peut-être le déclenchement de toutes ces choses. Vous savez,
je crois que c'est Juliet qui disait ça, on écrire, c'est être au plus près de la source. Et pour moi, la source, c'est la mer, et renouer avec ma mère, c'est renouer avec l'Algérie. Mais l'Algérie dans toutes ses composantes. C'est ça qui est le plus important. Peu à peu, hein, je ne le fais pas, je rencontre des gens. J'ai travaillé au Maroc avec un autre auteur. Et c'est ce lien. Alors, il y a le lien avec la musique arabo-andalouse, parce que je trouve que c'est important. Donc, dans le roman, il y a cette présence, on l'entend. Je parle de Renette Loranaise parce qu'elle est d'Oran et je parle du mode Aouzi, enfin dans les modes musicaux. Dans le roman aussi, il y a quelqu'un qui est très important. Alors il faut vous dire que le lien avec l'Algérie s'est fait avec la cuisine, parce que je me suis aperçu, j'en ai parlé à d'autres personnes avant d'affirmer ceci, c'est que à chaque fois qu'on mange un plat traditionnel, on parle de la maman, on parle du passé, on parle, etc. Donc ce lien est là. Et dans le roman, 1 minute, bien. Très bien, très bien, très bien. Et dans le roman, il y a ça. Le roman est construit de telle façon que c'est la préparation d'une soupe, une loubia, la soupe de riz. Voilà. Et alors, il n'est pas très doué, hein, parce que c'est un garçon, il n'est jamais rentré dans la cuisine. Il va essayer de faire cette soupe, et ce qui est et c'est un lien viscéral, vous savez, c'est un lien primaire. On n'y réfléchit même pas. C'est chez les vieilles personnes, si vous leur mettez, vous ne leur portez pas de fleurs, mais vous leur apportez un gâteau ou un goût ancien, ils vont reconnaître, c'est là. Et c'est pour moi ce qui est très important dans ce renouement avec, j'en termine là-dessus, avec les personnes de l'Algérie, c'est que dans le roman, il y a Mourad. Épicier. L'épicier. Mourad l'épicier. Et ce monsieur va acheter les légumes et la viande chez Mourad l'épicier. Et c'est ce lien que j'installe. Et il s'aperçoit que sa culture juive, c'est la même que la culture musulmane, et c'est la même. Et il y avait un fond. Et c'est ce qui est là. Et je terminerai là-dessus, si vous le permettez. Vous dites pourquoi l'Algérie. Au début, moi, j'en voulais pas de l'Algérie. Quand j'étais adolescent, j'en voulais pas de l'Algérie. Je voulais être français, écouter Richard Anthony, écouter tout ce qu'on voulait. Je ne voulais pas de cette musique arabo-andalouse. J'en voulais pas de tout ça. Et puis, je voulais le dire parce que c'est un auteur parle avec son corps. J'ai parlé du Maroc. Un jour, je vais au Maroc et j'appréhendais. Et j'ai reconnu quoi? Dès que j'ai mis la pied sur le tarmac, c'est la lumière et c'est le corps qui a parlé. Et depuis, je n'écris qu'autour. J'écris d'autres choses aussi. Et mon premier roman parle de l'Algérie, La lèvre du vent. Le deuxième, c'est le lien entre un garçon et une fille. C'est ainsi de suite. J'ai un colporteur, je porte aussi l'Algérie. Merci. Pardon, et alors, merci André. Alors, pour savoir s'il a réussi la Chorba à la Loubia, il faut aller lire le livre. Alors, je reviens à Rosa. Alors, Rosa, vous avez eu une enfance, alors vous le dites dans votre livre, vous avez eu une enfance et une adolescence protégée. Et dans votre épilogue, vous parlez de la non-connaissance de la ville d'Alger, vous l'avez évoqué tout à l'heure lors de votre... Et surtout, la non-connaissance des communautés qui l'habitaient, notamment ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. Alors, avec du recul, pensez-vous qu'il était possible que les choses se passent autrement ? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas comment ça aurait pu se passer. Je pense que c'était, en tout cas, moi, ce que j'ai pu en observer, les souvenirs que je garde de mon enfance, c'était que la société qui vivait à Alger, je précise bien, puisque je parle de la capitale, c'est une société qui était assez protégée. Moi, je rencontrais à l'école des petites camarades qui étaient musulmanes, qui étaient juives. C'est comme ça que j'ai appris que ça existait, la religion juive et la religion musulmane. Je ne savais même pas que ça pouvait exister.
m'ont appris beaucoup de choses sur leur communauté, sur leurs différences, on va dire, avec la communauté européenne. Mais on vivait dans une communauté essentiellement européenne. Et donc c'est vrai que les autres communautés sont venues, l'autre communauté est venue se greffer de manière un peu brusque et brutale, avec les événements, entre guillemets, puis la déclaration de la guerre d'indépendance. Donc à partir de là, on s'est rendu compte à Alger, en tout cas dans ma famille, qu'il existait à l'intérieur, là, dans ce vaste pays, des gens qui n'étaient pas contents d'être avec les Européens et qui voulaient revendiquer autre chose. Est-ce que si les choses, parce que quand les hommes s'en mêlent, les dieux se fâchent, et donc il y a eu en Algérie tous ces événements sanglants et qui normalement n'auraient pas ou auraient pu ne pas être, est-ce que effectivement si les hommes ne s'en étaient pas mêlés, on aurait pu avoir une communauté harmonieuse de musulmans, de chrétiens, de juifs? Je ne peux pas savoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, l'Algérie marque au fer les gens qui sont passés. On ne l'oublie pas, on n'arrive pas à couper le cordon ombilical avec cette mère qui, quelque part, était une mère nourricière à tout point de vue. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas ce que... Tout le monde dit, mais pourquoi les pieds noirs sont-ils partis? Tout le monde oublie la lente agonie de ces pieds noirs qui sont partis. Dans le livre, j'en parle, parce que c'est aussi un hommage que je rends à ce peuple qui n'a rien demandé et qui meurt, quoi. Mais c'est vrai que, peut-être, si les hommes s'en étaient pas mêlés, on aurait pu avoir un renouveau de vie, melting pot culturel, peut-être. Merci Rosa. Alors on va boucler avec Akli Tadjer. Alors Akli, dans votre roman, il y a une phrase qui revient comme un leitmotiv, c'est la guerre tue les rêves de jeunesse. Alors si la guerre a tué, les rêves de... Les rêves tuent les rêves. La guerre tue les rêves de jeunesse. Si la guerre a tué les rêves de jeunesse de Adam, votre livre quand même met l'accent sur la solidarité et l'entraide. Et est-ce qu'on peut considérer votre livre, en tous les cas c'est comme ça que je le lis, c'est ma lecture, est-ce qu'on peut le considérer comme un hymne à la solidarité, à l'humanité et au vivre ensemble? Parce que quand même, il y a eu une solidarité entre les... y compris, il y avait Samuel qui était juif et ils ont été très très solidaires. Bah, vous savez, quand vous êtes confronté à un pareil cataclysme, c'est la solidarité obligée des plus faibles. Quand vous êtes le plus faible, vous développez forcément une sorte de génie de l'intelligence pour vous en sortir. Sinon, vous n'avez aucune chance. Il n'y a que les gens qui sont très forts qui ne développent plus rien puisqu'ils sont sur deux. Et donc mes personnages qui sont issus tous les trois du même village, donc il y a Adam qui est petit berger, donc qui rêve d'épouser sa Zina, la plus belle fille de son village. Il y a Samuel, le fils du rabbin du village, qui rêve de prendre la place de son père une fois son heure sera arrivée. Et puis il y a Tariq qui rêve, lui, de devenir imam du village. Donc, ces trois-là sont enrôlés. Et ce que j'ai voulu montrer aussi, évidemment, une solidarité, parce que la guerre, voilà, si chacun part de son côté, évidemment, il n'y a aucune chance. Et surtout pour les Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quand ils arrivent dans ce front de Stalag, au début, il n'y a pas vraiment de solidarité. Au début, il n'y a pas vraiment... Ils se regroupent par affinité, quoi. Les Réunionnais se construisent une espèce de petits coins à eux. Les Marocains, pareil. Les Algériens qui sont divisés en deux. Un peu les Kabyles, un peu les Arabes, et les Juifs arabophones, ils vont avec les Algériens arabophones, les berbérophones, et ça marche comme ça. Et après, évidemment, se reconstitue une espèce de fraternité, quoi, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que la solitude va les tuer. Et donc, moi, mes personnages, je vous raconte un peu la trame, ils vont finalement réussir à s'évader, ils vont découvrir Paris occupé. Et ça, pour eux, c'est incroyable. Parce que ce qu'on leur a appris de l'Empire et ce qu'on leur a dit de l'Empire, c'est-à-dire que c'était
la France sera imbattable avec ses 100 millions d'âmes, etc. Et tout. Ils retrouvent une France avec des Allemands qui dans toutes les rues et les gens qui rasent les murs. Et alors après, ils découvrent évidemment la collaboration, la délation, mais c'est-à-dire que c'est un monde qui s'effondre. Ils ne pouvaient pas l'imaginer une seconde. Et on apprend aussi d'autres choses. C'était ce qui s'est passé à la mosquée de Paris, par exemple. C'est-à-dire que vous aviez le recteur de la mosquée. La mosquée était très surveillée par la Gestapo. Voilà. Et en même temps, pour eux, c'était un lieu de villégiature. C'était calme, il y avait les petites fontaines, ça glougloutait, c'était charmant et tout. Alors, ils avaient qu'un problème, c'est que quand ils voulaient visiter la mosquée, il fallait qu'ils retirent leurs bottes, et leurs bottes, ça prenait un quart d'heure par botte. Donc, évidemment, c'était un problème. Mais donc, il y avait ce recteur qui délivrait des certificats d'identité musulmane aux Juifs. Parce qu'il faut savoir que les Allemands fermaient les yeux sur les Algériens. En fait, parce qu'ils espéraient un jour, gagnant, se les mettre avec eux, évidemment, contre la France, contre l'État colonial. Évidemment, c'était une chimère. Mon personnage principal le pense. Mais il y a un personnage historique, enfin un petit personnage historique, hein, parce que c'est un petit personnage historique, qui était un Algérien fasciste carrément, qui distillait le discours nazi à travers ces gens, en disant ces gens vous exploitent, vous briment et tout, vous allez voir avec nous ça va être mieux. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ont aussi bien marché que il y a eu, ils ont créé les brigades d'Afrique du Nord, qui était un espèce de supplétif de la Gestapo. Alors tout le monde, quand je dis ça, tout le monde est choqué. Il me dit, mais comment c'est possible et tout. Ah oui, c'est possible. Non, c'est des êtres humains. Ils ont leur vie, ils ont leur truc, ils ont leur tard. Et puis, mais après, je leur dis, il faut relativiser. Voilà. Des Algériens nord-africains, enfin, qui sont partis mourir pour la France, servir de chair à canon, pour dire les choses simplement. Ils étaient des centaines de milliers. Et les dites brigades d'Afrique du Nord, ils étaient 300. C'est quand même pas non plus... mais c'est important de le savoir que ça existait. Parce que aussi, c'est très révélateur d'un esprit. Vous savez, celui qui dirigeait un peu ces brigades, qui s'appelait Mohamed El Mahdi, quand a commencé les premiers feux de la guerre d'Algérie, il a voulu rentrer dans ces mouvements-là. Et il a été éjecté tout de suite. Avec son idéologie nazie. Déjà, il avait un programme, il voulait installer des camps de concentration en Algérie. Donc, on lui a dit, écoute, c'est pas possible et tout. Il a même été, chassé d'Algérie et il a fini sa vie à Damas. Mais tout ça pour vous dire que ce personnage, c'était un intellectuel, hein, c'était pas un bourricot qui racontait. Il avait vraiment une stratégie derrière la tête. Et moi, voilà, toute cette histoire-là, personne ne vous la raconte. Il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Les dizaines et les dizaines de juifs qui ont été sauvés par la mosquée de Paris, mais c'est incroyable. Et dans mes recherches, moi, j'ai découvert que Philippe Bouvard a été sauvé par la mosquée de Paris. Oui, il a été sauvé. Parce qu'en fait, sa mère, elle était... Parce que le recteur de la mosquée de Paris, je m'attarde un peu, recteur, en gros, c'est régisseur, hein, c'est pas l'imam, c'est le... il écrivait beaucoup de pièces de théâtre érotique, des textes érotiques et tout. Il était très amoureux de la maman de Philippe Bouvard. Donc voilà. Et quand on lui a parlé de ça, il en avait jamais parlé de sa vie. C'est pour vous dire que les blessures, parfois, il suffit de rien pour les rouvrir. Il a voulu toute sa vie taire cette histoire d'abord qu'il était juif, personne ne le savait. Et quand on lui a raconté ça, il s'est mis à pleurer et il s'est dit, mais c'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que je dis que j'ai été sauvé par la mosquée de Paris. Donc voilà, en fait, ça raconte un peu toute cette épopée, ce roman. Merci Akli. Alors, dans le roman d'Akli, il y a de merveilleuses, que je vous invite à lire, d'ailleurs, tous les 4 livres, mais dans son roman, il y a des lettres, parce que Adam, en fait, écrit de merveilleuses lettres à Zina, et puis vous les découvrirez, et vous découvrirez également... le sort de ces lettres. Simplement pour que vous compreniez, 2 secondes, juste une parenthèse, parce que sinon, le personnage de Adam, en fait, c'est lire et écrire, contrairement à tous les pauvres indigènes musulmans de l'époque qui n'avaient pas accès à l'école parce qu'ils étaient pauvres, familles nombreuses, et puis ils n'étaient pas de la caste dominante, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas européens d'Algérie, ni ils n'étaient pas non plus des caïds, des collaborateurs musulmans de l'armée française. Donc lui, sauf qu'il y a un instituteur qui est venu de France, avec un républicain, ce qu'on appelle un hussard, et quand il voyait tous ces gamins dehors, soif d'apprendre, de savoir,
au beau jour, il ouvrait les fenêtres de sa classe et tous les gamins s'approchaient de l'école, ils écoutaient le prof et ils commençaient à prendre des notes et tout, et à regarder ce qui se passait. Voilà, c'est pour ça qu'il écrit des lettres d'amour, sinon Merci. il leur a envoyé des SMS. Alors, il nous reste 4 minutes. Alors, je vous rappelle en fait les livres. Donc, André Cohen-Aknin, Un lit dans l'océan. Pierre Testu, Algérie, les oursins de mon enfance. Rosa Cortés, La douceur de la Nisère, chronique de jeunesse. Et Akli Tadjer, D'amour et de guerre. Et ces livres, vous pouvez les trouver dans 2 librairies. Dans 2 librairies, alors à la librairie L'Arbre à Lettres à Bastille et la librairie de l'Institut du Monde Arabe. Alors, la rencontre touche à sa fin. Un dernier petit mot, juste un mot chacun, s'il vous plaît, Pierre, et on ferme. On parlait tout à l'heure du Rhum. Pierre, oui, si vous deviez dire quelque chose pour aller lire ce livre, en 2 mots, qu'est-ce que vous diriez à l'auditoire? C'est par rapport au roman familial qui s'est construit sur la communauté de Pieds Noirs. Il faut avoir la curiosité d'aller chercher, d'aller découvrir pour pouvoir léguer. Voilà. Et je m'adresse à ma petite fille qui s'appelle Alissa et qui commence à lire. Et j'espère qu'elle lira ce livre et qu'elle le fera lire. Je ne peux rien rajouter à ce que vient de dire Pierre, qui est tout à fait pertinent. Donc, c'est effectivement une lecture qui s'impose pour connaître, on va dire, une société qui a disparu, une autre qui va naître, et qu'on lira dans le 3e livre. Voilà, c'est tout. Merci. André ? Ce roman est un hymne à la vie, à Inter, l'Algérie, à sa mère. Et c'est aussi, si vous voulez goûter la loubia, alors lisez ce livre. Akli ? Moi, je vais vous dire que lisez le mien ou un autre, ça n'a pas d'importance, mais lisez parce que ça ouvre l'esprit, ça ouvre d'autres mondes, d'autres univers, et ça rend peut-être plus tolérant. Je dis bien peut-être parce qu'il y a plein de gens qui lisent et ça les rend pas plus tolérants. Mais bon, espérons quand même. Alors, merci. Merci à Akli, merci à André, merci à Rosa, merci à Pierre et merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci.